Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de la mini-série de la Guilde sur mieux tester avec l'IA. Toujours avec Julien Bottella. Au précédent épisode, on a parlé d'automatisation avec ton fameux Solublem, qui est lié à l'automatisation. Là, on va rentrer un peu plus dans le détail sur ce que peut nous apporter l'IA, qui s'invite dans la QA de plus en plus au quotidien. Donc, on le voit souvent avec ChatGPT, on voit aussi beaucoup d'éditeurs. Alors, je suis éditeur, donc je te mets peut-être pas forcément dans l'eau, mais je vois bien vos usages. C'est que il y a beaucoup de hype et des fois, on a mis beaucoup de marketing. On fait le même produit, on dit que c'est de l'IA alors que c'est de l'algo. Je caricature un peu, c'est pas que ça. Mais c'est sûr que voilà, dans toute solution qu'elle soit portée par des éditeurs ou open source, on voit de plus en plus de solutions portées avec l'IA, donc avec plusieurs niveaux de différence, mais que ça soit pour la facilitation dans la préparation, dans le test manuel, dans l'automatisation, dans l'exécution du test manuel, le panel est très large. Le but, c'est d'en faire un petit tour avec toi, et notamment on travaille sur quelques sujets qu'on va peut-être creuser, que je te laisserai développer. Donc, c'est quoi un peu ton point de vue sur les usages, si on commence un peu à parler déjà de la conception. Et on a dit que c'est un moment assez chronophage, la création de cas de test. Qu'est-ce que tu vois émerger, que tu utilises toi aussi dans ton quotidien et que tu vois utiliser auprès de tes clients? Bah, on a eu une grosse hype et aussi, comme tu le disais, hein, pas mal d'outils où c'était de l'IA de façade. Il y avait Oui, oui, des mais motifs, machin. comme dans toute hype, hein, c'est Mais normal. à côté de ça, il y a des vrais beaux apports. Déjà sur la conception et dès l'écriture des scénarios, on va avoir avec, on va prendre GPT, hein, par exemple, d'ingérer des spécifications et de venir commencer à lui demander d'extraire des scénarios, des cas d'usage. C'est vrai que sur ça, il est assez bluffant si et seulement si les spécifications elles sont bien faites, qu'on maîtrise un peu l'art du prompting, parce que faut pas Il y a juste ça, il dire faut un écris-moi prompt des cas de test parce qu'il va vite écrire tout et n'importe quoi. Faut le structurer, mettre des méthodes de test, des heuristiques, des choses comme ça. Bon, au passage, il y a quand même une formation sur le prompting portée par Smart Testing, sur lequel s'est appuyé l'ISTQB pour créer Mmh, la formation certifiante. exactement. Donc c'est quand même pas rien. Cocorico, quand même, c'est une boîte française qui porte l'ISTQB au niveau mondial sur ce sujet-là. Donc voilà, on parle avec voilà, Julien et son entreprise, des, des usages quand même qui sont totalement maîtrisés et qui font foi dans le monde entier. Donc c'est vrai que c'est un outil puissant si on sait l'utiliser. Sinon, on peut vite halluciner, on va trop lui faire confiance. Et voilà, c'est sur ça, sur les biais que tu dis, il faut peut-être faire attention. Il nous faut parler de l'art du prompting, il nous faut des prompts bien réalisés. Faut un petit peu GPT lui dire, oublie tout ce que tu connais autour. C'est ça. Occupe-toi que de ma spécification pour me faire tes recommandations parce que bah, on parle d'hallucination, hein. On va être capable d'inventer un petit peu. Enfin, pas d'inventer, de répéter ce qu'il a vu ailleurs. Pas forcément la meilleure pratique toujours. Si elle est vue massivement sur Internet, des fois, il a pu apprendre des mauvais usages. Et c'est pas ceux qui parlent le plus qui ont toujours raison. Et le problème, c'est que c'est statistique, hein, C'est ça. ces moteurs-là. Donc voilà, faut faire un petit peu attention. De toute façon, à une règle globale, tout ce qui est fait par ces IA doit être vérifié. Faut pas le prendre pour argent comptant. Par contre, on vient gagner de la même manière que on a des auteurs pour, on le voit de plus en plus, hein, on a LinkedIn et compagnie, on va avoir des gens qui vont écrire des articles assez vite. Euh, Bah, de la même manière, quand on va écrire les scénarios, si on s'aide de ces outils-là, vraiment vérifier, venir double-checker ce qui a été produit.
Ça permettra de gagner du temps, ça permettra des fois de dire, ah oui, il est pensé à passer par là, j'avais pas forcément imaginé ce cas-là, ça peut être intéressant. Il faut une validation humaine de toute façon. Après, voilà, on met un petit, petite façon de faire attention. C'est ce que vous mettez sur ChatGPT. Attention, il faut quand même faire attention à la sécurité de ce qu'on impose, on met dedans. Donc, il y a quand même après des façons de travailler, de passer des accords avec ces LLM. Mais après aussi, il y a de plus en plus d'outils qui intègrent ce prompting. Atlassian, ça fait quelques mois, avec leur solution Rojo, je crois que ça s'appelle comme ça, Mm. qui lie Confluence, Jira et potentiellement Express si vous l'utilisez. On va dire, bah, part de la spécification, écris-moi une user story, mes critères d'acceptation, mes cas de test. On peut mettre des automations avec des prompts bien ficelés qui fait que ça évite ces copier-coller et être intégré. Et de plus en plus, je pense qu'on va avoir des solutions comme ça intégrées. Ça va devenir, je pense, de mon point de vue, un standard. Et ça évite de copier-coller et de pas maîtriser où vont la donner si on a bien structuré ça avec des éditeurs globalement. On ne parle pas que de smart testing, il y a d'autres choses qui font, d'autres compagnies qui font des bonnes choses, qui sont dans des écosystèmes complémentaires à ce que vous pouvez faire. Mais voilà, je vous encourage à regarder, essayer si vous avez la licence premium côté dans vos entreprises. C'est quand même assez intéressant et ça vous évite les copier-coller. Alors, je sais pas quel est l'élément derrière pour creuser le sujet, mais j'ai vu quelques exemples qui m'ont assez bluffé dans l'utilisabilité au quotidien. Oui, et puis on a des entreprises là qui poussent. J'ai entendu parler de quatrième Amigo. Oui, Donc avec de l'IA qui vient pendant les Triamigos venir continuer de questionner. Et au fait, est-ce que vous avez parlé de ce sujet? Est-ce que vous devriez pas creuser cette partie, etc., etc. Ce mode interactif qui vient analyser à la volée ce qui a déjà été dit pour venir aider l'humain à creuser par lui-même. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Et ça, puisque nos tests voilà, doivent venir de ces discussions, dans l'idéal, pouvoir aller plus loin dans ces discussions, aligner les différentes parties prenantes grâce à ces outils à base d'IA, ça me paraît des bonnes voies aussi. tout à fait. C'est vraiment une bonne chose. Mais vous aussi, vous avez quand même un peu travaillé historiquement sur l'IA, comme tu disais, depuis 2018. Notamment commencé à intégrer très tôt déjà avec Jest, puis après Gravity, maintenant la nouvelle solution dont tu vas aussi nous parler. Mais c'est vrai que vous êtes parti du constat de comment on peut mieux modéliser plus facilement et proposer des choses de façon proactive. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est toujours de structurer l'approche. Au-delà de l'outil, hein, je pense qu'il faut vraiment savoir ce qu'on veut faire et comment on veut le faire pour pouvoir le mettre en place dessus. L'idée là, c'est de se servir vraiment de l'IA comme une aide, mais on va dire, c'est un moyen, c'est pas une fin. Euh, on n'a pas placé euh, des boutons IA partout quand c'est sorti. Quand une feature sort, c'est on sait qu'on a un vrai, voilà, il y a une vraie réflexion derrière sur l'apport qu'elle peut avoir et surtout, bah, vu qu'on est là-dedans depuis pas mal de temps, les hallucinations et tout ça, on sait ce que c'est. On a déjà essuyé les plâtres et donc on veut pas aller dans ce terrain de venir. Enfin, on est dans un monde sérieux, hein, la QA, hein. Ce serait bien qu'on y amène un peu de fun, mais on est dans un monde sérieux où on peut pas se tromper. Et on a besoin d'une certaine rigueur et du coup, voilà, il faut mettre en place toute une série de garde-fous autour de l'utilisation d'IA. Et donc, on ne sort pas une feature si elle n'a pas un réel apport, une réelle plus-value, mais surtout si on n'est pas sûr de ce qu'elle produit. Non, mais c'est vrai, mais après, ce qui est impressionnant, c'est qu'en 3 mois, 6 mois, ça va très vite. Ce que tu disais, ça marche pas bien aujourd'hui. Là, tu dis, oh, c'est impressionnant. Moi, à chaque fois que je vais à une conférence et que je vois des démos, je me dis, il y a Mais trois mois, à 3 mois, on n'était pas là. C'est quand même, je pense qu'on se rend pas compte à quelle vitesse tout bouge. Et il faut vraiment embrasser ce changement de l'IA, je le dis souvent, parce que et pas dire non, ça marche pas bien, mais c'est dire non, attends, ça marche pas bien aujourd'hui, mais en peu de temps, est-ce que finalement ça va pas bien marcher?
et qu'il faut pas maîtriser ces concepts et ces outils plutôt que, je dirais pas d'être inemployable, mais d'être moins performant dans son travail au quotidien. Je pas encore jusque-là. Peut-être que dans un an, je dirais pas ça. C'est vrai pour pas mal de métiers, Mais hein. oui, mais sauf que On ouais, va dire c'est pas l'IA qui remplacera. Alors là, on va dire les testeurs. C'est des testeurs qui utilisent l'IA qui remplaceront des testeurs. Il y a un virage à prendre. Je pense aux développeurs, je pense aux testeurs, je pense à beaucoup de métiers. Euh, et je crois que de toute façon, on peut pas y échapper. On devient des personnes augmentées et on devient dans notre métier des sachants augmentés. Euh, on a eu l'utilisation d'Internet, hein, qui a fait qu'on a eu une base de connaissances au bout des doigts. Euh, je pense que c'est le même changement. On a alors moi, je pense que c'est beaucoup plus. Moi, je compare souvent ce changement-là avec l'arrivée de l'automobile par rapport au cheval. Ça- beaucoup plus important. ça Je a un pense, impact voilà. immense. Je pense qu'il y a eu l'utilisation du pétrole, l'arrivée de la voiture et l'IA. Vraiment, Internet, finalement, je dirais pas que ça reste marginal. C'est quand même, ça a changé pas mal de choses, mais c'est quand même c'est un point de vue. Une fois de plus, vous avez le droit de pas adhérer à ce que je dis. Et je trouve que c'est assez impressionnant. Et là, on voit des belles améliorations, hein, sur tout ce qui est automatisation. On sait ce Ça que va à une ça coûte vitesse. de venir stabiliser les locators, d'avoir du self-healing, qui paraissait quelque chose il y a 2, 3 ans de très compliqué à gérer, du Ouais. self-healing. Ça commence à Avec marcher. le projet Illenium qui maintenant fait plein d'émules sur autre chose. Après, moi, je reste quand même c'est traditionnel là-dessus. Je dis, pourquoi payer un outil alors qu'il suffirait juste de mettre un ID partagable pour tout le monde et que ça coûterait bien moins cher à tout le monde en termes d'énergie, d'utilisation et de gestion. Mais je comprends aussi l'intérêt sur de l'historique, des choses compliquées. Oui, et puis il y a Je les bonnes. pense que c'est une fois de plus une question de contexte, mais c'est intéressant de le voir et faut pas se dire que c'est la solution. Voilà, si tu as besoin de retourner 4 fois tes tests pour aller jusqu'au bout parce que tout a changé, on arrive sur le fait, est-ce que le but de l'automatisation, c'est d'avoir un feedback rapide. Si ça multiplie par deux ou par trois les exécutions, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans ce délire-là? C'est ça qu'il faut voir. C'est pour ça que l'automatisation, elle doit se faire dans la main avec les devs, hein. Mais moi où je suis plus impressionné, c'est sur la capacité à créer des scripts, à les mettre dans des contextes avec nos vraies bonnes pratiques pour qu'ils soient maintenables. Enfin, l'émergence de MCP, enfin, je vois beaucoup autour de Playwright, mais ça marche sur la plupart des outils. Mais c'est vrai que aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite de créer du code et du bon code si on sait comment c'est du bon code pour que ça soit maintenable. Et c'est vrai que, ouais, là-dessus aussi, ça bouge. Il y a 6 mois, je t'aurais pas dit ça. Je t'aurais dit, ouais, On parlait, c'est pas mieux que de faire du record replay. Je t'aurais dit ça. on parlait de vibe coding, et on a eu Ouais, un il y petit a peu de du vibe testing, Vibe un code. podcast. Mais il faut vraiment driver ce que l'on demande pour construire des petits incréments avec l'IA pour maîtriser. Et là, on vient pouvoir se créer de l'outillage qui est hyper efficace. De toute façon, l'IA s'est améliorée dans l'automatisation. Globalement, les chiffres que donnait Anthropic, ils disaient que 80 ou 90% du code de leur solution est déporté par l'IA. Donc en fait, on va beaucoup plus développer des choses accompagnées par l'IA et donc forcément, automatiser reste un acte de développement, c'est aussi impacté, c'est normal. Mais après, ça remplacera pas le fait qu'on peut pas tout automatiser, tout gérer et que on aura toujours des questions. Il faut toujours. Je crois que qu'on avait échangé, tu as une petite checklist pour se dire est-ce que j'utilise l'IA pour la QA ou pour automatiser. Je pense que c'est important de pouvoir se regarder ça et de se dire bah, est-ce que ça vaut le coup que j'investisse dedans. Je pense que bah, c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant. Il faut toujours se poser les questions de ce que l'on veut vraiment résoudre, hein, avec l'IA. Quel est mon objectif? Est-ce que je veux aller plus vite? Est-ce que
Est-ce que je veux avoir des résultats plus fiables, etc. Donc, vraiment se poser cette question. Ouais, pas juste la hype, mais c'est quoi mon objectif? Non, mais Vraiment ça. est-ce que je vais avoir un vrai apport euh, à l'utilisation de l'IA? Et est-ce que cet outil, ok, c'est écrit IA dessus, mais est-ce qu'il me rend un service? Est-ce qu'il répond à mon besoin? À partir de là, on a déjà passé une belle étape, je pense. Oui, mais ça suffit pas. Non, 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 ça suffit pas. On a, là, on est sur des démarches pour être SOC 2 hein, sur Nika. On a des problématiques aussi d'utilisation de nos données. Qu'est-ce que l'outil fait de mes données? Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que je vais pas, en balançant mes tests, expliquer mon métier à un concurrent? Parce Oui. que le test contient des fois des secrets de fabrication. Donc, voilà, est-ce que je dois internationaliser? Est-ce que moi, je dois héberger moi-même mes LLM? Est-ce que je peux vraiment faire confiance? Où partent mes données? Où partent mes données? Et puis, mes fameuses données, est-ce qu'elles sont suffisantes euh, pour que mon IA puisse travailler? Est-ce que j'ai les bonnes données? Parce que ça, on parlait de pas de data, pas de chocolat à un moment. Donc, effectivement, l'IA, pour pouvoir nourrir, faut avoir des bonnes données, des bons exemples. C'est pas pour rien qu'on va de plus en plus, je trouve, sur des LLM plus petits, mais hyper spécialisés, avec Oui. les bonnes données. Et ça, on le travaille aussi hein, chez Smart Testing. L'utilisation de ces modèles spécialisés vont aussi avoir d'autres vertus en termes de consommation énergétique, mémoire. On va avoir des tâches plus spécialisées, on va avoir des temps de réponse potentiellement très courts. Donc il y a beaucoup de choses qui viennent autour des SML, justement, les Small Language Models. Donc ça, c'est des travaux très actuels. Hein, ça portera ses fruits dans les mois à venir. Mais avoir une IA aussi un peu responsable, ça me paraît quelque chose un bon critère. Et puis, l'IA, elle doit être là pour aider nos équipes, pas pour les supplanter, pas pour les... et de toute façon, Tu sais qu'il y a certaines personnes qui ne penseront pas comme ça, mais c'est vrai que oui, mais je pense que quand on crée un produit, le but, c'est pas de remplacer les gens, mais de les aider, globalement. Je suis d'accord avec toi. moi, j'ai une pensée qui me fait dire que on va éventuellement avoir un trou où on va avoir beaucoup de gens qui vont être remplacés et on risque de les rappeler au secours plus tard. Ça, Voilà, c'est ton expérience sur l'automatisation des tests qui parle. il y a aussi ça. Il y a aussi ça, mais voilà, je me demande si on va pas devoir rappeler les devs et les testeurs. On parlait tout à l'heure d'utiliser l'IA pour générer 80% du code. Pour faire ça correctement, ça veut dire qu'il faut prompter, donner des exemples et dire, ah, c'est pas le vibe coding, crée-moi l'appli, hein. Non, non, il faut Et, vraiment j'ai un le modèle, guider. Ouais, fais-moi le contrôleur qui permet voilà, crée-moi les tests U qui me permettent maintenant que tu as fait les tests U, fais le code. Une fois que j'ai retouché les tests U par rapport à ce que je voulais, fais-moi mon contrôleur, fais-moi là ma couche d'API. Et maintenant que tu as ça au niveau back, au niveau front, on va pouvoir dire à Cursor ou autre, hein. Moi, j'utilise Claude, par exemple, pour développer. oui. Anthropic, avec Cursor, c'est assez incroyable. Mais il faut vraiment le guider. Il faut vraiment le guider. Et donc, pour ça, on a besoin d'avoir ce background technique et nos devs et nos QA sont indispensables. Écoute, est-ce que là, on a vu 3 points, donc la problématique que ça apporte, les données, l'impact, et est-ce qu'il y aura un autre point qu'il faudrait, je crois qu'on avait parlé de 4 questions? Il y avait comment je mesure la valeur ajoutée. Et oui, comme toute solution. Mm. Parler de ROI, de gestion, de comment on va le placer. Ça va dépendre beaucoup de l'objectif qu'on s'est fixé. Ça, clairement, il faut regarder. Mais c'est vrai que une fois qu'on met en place une solution, on peut se dire comment on va le faire. Pour passer du POC à l'industrialisation, je pense que c'est indispensable, cette étape-là. Et quels indicateurs je mets en place.
Je trouve ça en tout cas très intéressant. On a fait une session qui est un peu plus longue que les autres. Sur l'épisode suivant, bon, peut-être que tu nous as parlé de la dernière. Ce que tu fais chez Smart Testing, quelle est votre vision justement et quelles solutions vous mettez en place pour résoudre un autre problème qu'on n'a pas forcément encore évoqué. Et voilà, petite teasing pour rester avec nous dans le dernier épisode. Merci pour tout, Julien, et à très vite pour le cinquième et dernier épisode de la Guilde. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la Guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.